Et salut à tous les gens. J'espère que tout va bien pour vous. Si tu es motard ou non, j'espère que cette vidéo te plaira quoi qu'il en soit. Car aujourd'hui, je t'emmène en balade tranquillement en direction de la fameuse plage de Sword Beach, allant de Ouistreham à Saint-Aubin-sur-Mer. Mais nous commencerons tout d'abord par la ville de Caen, la capitale du Calvados. Et d'ailleurs, il faudra vraiment que j'en fasse une vidéo un de ces quatre. C'est tout de même la ville où j'ai grandi, donc j'y tiens vraiment. Mais pour l'instant, je te montre la Tour Le Roi, qui est un édifice de fortification datant du XIVe siècle, et le fameux château de Guillaume le Conquérant qui a envahi l'Angleterre. Ouais, rien que ça, c'est un déglingo le mec. À Caen, il y a aussi des chiens mignons. Salut le chien. Dis c'est quoi ces gens là sur le gros vélo là? Ils sont vraiment trop bizarres ces humains. Et des belles motos. Wow. C'est une petite banigalée quoi. Non, je plaisante. Bon, allez, c'est parti, direction Ouistreham. Pour y aller venant de Caen, plutôt que de prendre le périphérique, je te conseille de prendre la direction de Biéville-Beuville. Les routes y sont plus agréables à moto. Une fois sorti de Beuville, tu auras droit à une route à travers champs bien sympathique. Tu prends par la suite la direction de Colleville-Montgomery. Tu verras, c'est un village typique de la côte normande avec ses belles maisons en pierre de Caen, mais qui contient des priorités à droite où tu trouveras parfois le temps un peu long. Tu traverses le village pour trouver un rond-point qui te présentera par la suite la direction de Ouistreham. Et nous y voilà. On arrive par le côté bourg. On y trouve une place sur laquelle trône fièrement l'église de Saint-Sanson. Cet édifice a été construit au XIIe et XIIIe siècle, et elle est remarquable par sa façade type romane. C'est d'ailleurs ici que Ouistreham voit le jour à l'époque du Moyen-Âge. C'était un petit village de paysans et de pêcheurs. Ce n'est que plus tard que la ville s'étendra jusqu'au bord de mer. Et cela permit aux chalutiers de patienter dans le port avant de partir naviguer vers la Manche pour aller pêcher en passant par l'écluse. Leur gardien, c'est le fameux phare de Ouistreham. Il a une hauteur de 38 mètres et fut mis en service en 1905. Et il est visible jusqu'à 16 000 marins à la ronde. Sachant que 1 000 marins, ça fait environ 1,8 km, on fait un petit calcul, et ça nous donne 29 km grosso modo quoi, ce qui est quand même pas mal. Et tu peux même aller à l'intérieur, monter les marches pour y admirer la vue. Mais seulement du mois de juillet au mois d'août. À côté du phare, il y a une petite jetée. Elle est bordée par des pontons qui rajoutent une ambiance toute particulière. Et cela nous rappelle bien que nous sommes en zone portuaire. Du côté est de cette jetée, on y trouve la baie de Salnel. C'est un endroit magnifique qui fait le paradis des pêcheurs de coquillages et surtout qui est une réserve naturelle pour les oiseaux migrateurs et autres phoques en quête de repos. Allez, viens, on est bien. Allez go, il fait froid. Faut se réchauffer avec le froid. Retournons près du phare où nous passons par l'écluse pour y rejoindre le marché aux poissons. Et d'ailleurs, tu pourras y faire une halte si tu es amateur de fruits de mer. Continuons notre route pour aller sur la zone d'embarcation du ferry. Car Ouistreham, c'est un point de départ pour aller vers Portsmouth en Angleterre. Dirigeons-nous maintenant vers le centre-ville de Ouistreham côté mer. Elle est dotée d'ailleurs d'une rue principale qui s'appelle la rue de la mer et c'est le cœur touristique. On y trouve beaucoup de commerces variés, que ce soit pour les jeux de plage, la restauration, les librairies, la gastronomie et autres épiceries fines. Pour info, je te conseille vivement d'aller au Cri du Radis. Si tu es en quête de fromage et autres charcuteries, tu verras, tu seras vraiment pas déçu. Retournons sur la place Alfred Thomas. Là, on est en janvier et ouais ok, c'est un peu désertique. Mais sache qu'au mois de septembre depuis 2019, cet endroit a un visage beaucoup plus rock'n'roll. Je parle bien sûr de la Normandie Beach Race. En gros, cela consiste à faire courir sur la plage tout ce qui a un moteur et des roues et qui date des années situées entre 1930 et 1970. À la base, ça part d'un délire que l'on trouve aux États-Unis, par exemple au New Jersey. Et là, on a l'énorme chance d'assister à ce style de spectacle à Ouistreham depuis 2019. C'est juste trop bien.
On y trouve de tout, du gros hot rod made in USA, de la classique au gros V8 bien glouteux. Il y a aussi bien sûr des choppers à n'en plus finir et bien d'autres machines encore. C'est toujours très agréable à regarder. Allons maintenant vers la plage pour y prendre un grand bol d'air. Ici, c'est une véritable baie, l'espace est immense. C'est un véritable paradis pour les promeneurs et pour les pratiquants de char à voile. Et on y retrouve ces petites cabines de plage qui rajoutent tellement de charme à cet endroit. Qu'est-ce qu'on est bien ici! J'adore m'y attarder quelques instants, histoire de faire le vide quoi, et de contempler le paysage. Mais malheureusement ici, tout n'a toujours pas été aussi calme. C'est ce jour-là, le 6 juin 1944, où les soldats britanniques et français vont débarquer ici à cette plage, qui aura comme nom de code Sword Beach. Peut-être que certains d'entre vous ne savaient pas que des Français avaient participé au débarquement. Eh bien oui, c'est le cas à cet endroit ici, à Ouistreham. Ce groupe de Frenchies, c'était le commando Kieffer. Kieffer vient du nom de monsieur Philippe Kieffer. Ce Français était arrivé en Angleterre un peu avant le général de Gaulle. Et avec l'accord de ce dernier, il a formé un commando bien spécifique prêt à se battre pour le fameux D-Day, et même avant d'ailleurs. Car oui, avant le 6 juin 1944, il y a déjà eu plusieurs tentatives de débarquer en France et essayer de libérer la nation du joug nazi. Par exemple à Dieppe en août 1942, où les Canadiens ont combattu avec le commando Kieffer, qui malheureusement se solda par un échec, comme toutes les autres opérations qui eurent lieu également en 1943. 7h35, le 6 juin 1944. 177 Français du commando Kieffer débarquent en premier sur la plage de Ouistreham. Et oui, c'était leur volonté de fouler le sable avant les Britanniques pour libérer leur propre pays. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, ils réussirent à prendre une pièce de 50 mm à l'ouest. Ensuite, ils attaquent l'ex-casino de Ouistreham. Mais malheureusement, un bunker doté de multiples mitrailleuses leur rendit la tâche terriblement difficile. Cette scène sera par ailleurs représentée dans le célèbre film Le jour le plus long. Et pour la petite anecdote, le tournage, à ce moment-là, a été effectué à Port-en-Bessin. Qui plus est, Philippe Kieffer en personne était présent à côté des caméras en tant que conseiller technique. Bon, comme je le disais précédemment, l'attaque du casino, transformée en véritable forteresse, a été extrêmement difficile. Par chance, un char Centaure arrive afin de les aider à maîtriser le site. Et si tu veux, tu peux en voir un qui est exposé à Hermanville-sur-Mer. Plus précisément aux abords de l'avenue Madame Coty. Après beaucoup de sang versé, Ouistreham est enfin pris avec succès. Par la suite, le commando Kieffer ainsi que les Britanniques s'enfoncèrent dans les terres pour faire jonction avec le pont de Bénouville, tenu par la 6e Airborne. Ce pont fut appelé par la suite Pegasus Bridge, et ça doit sans doute te dire quelque chose. Au soir du 6 juin, le commando Kieffer a perdu un quart de ses effectifs. Outre les blessés, dont Philippe Kieffer lui-même touché 2 fois dans la journée. De nos jours, un monument représentant une flamme a été érigé sur la digue de Ouistreham pour leur rendre hommage. Allez, c'est parti, on va continuer notre petit chemin. Donc du coup, on va aller vers l'ouest de Sword Beach. Et voilà, on arrive à Colville-Montgomery. Là, c'est hyper sympa, tu vois. En fait, c'est une petite route qui longe la côte. C'est vachement chouette, on voit la mer là et tout. Il y a du monde là, ça fait plaisir parce qu'on est dimanche et il y a du soleil et tout, c'est vachement sympa. Pour faire des petites promenades et tout, là, ça fait beaucoup de bien. Ah voilà, et donc là, je vais te montrer une maison qui est assez insolite. C'est accolé à un bunker. C'est énorme. Je vais m'arrêter vite fait. Ouais, t'as de la bécane. Donc c'est un bunker, clairement, de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, il y a une maison qui s'est construite à côté. Donc c'est quand même assez dingue, je trouve.
En fait, je pense que la personne à l'intérieur risque d'être plutôt à l'abri. Regarde un petit peu l'épaisseur du béton, c'est impressionnant. Ah non, c'est assez rigolo. Allez go, je vais vous montrer une statue là qui est juste à côté, qu'on peut distinguer un petit peu par là-bas. Ça, c'est une histoire qui est dingue. On fonce à la statue et je vous raconte tout ça. Cette histoire, c'est celle du célèbre piper Bill Millin. Ce joueur de cornemuse était bel et bien présent lors du débarquement, aux côtés des soldats anglais et écossais. Sa seule arme, c'était son instrument de musique, dont les notes motivaient les troupes pour aller se battre. Bon, faut savoir qu'à la base, les pipers étaient aussi présents lors de la Première Guerre mondiale. Bien souvent, ils étaient en première ligne et se faisaient malheureusement abattre très rapidement. Par la suite, pour la Seconde Guerre mondiale du coup, les Anglais avaient interdit les pipers d'être en première ligne. Le truc, c'est que lors du fameux D-Day, ce bon vieux Bill Millin, il s'est dit « Moi, je suis écossais et pas anglais, donc cette interdiction ne me concerne pas. » Et du coup, il est quand même allé jouer de la cornemuse en première ligne. C'est quand même une sacrée preuve de courage. Et pour info, Bill Millin a également été représenté dans le film Le jour le plus long. Cet homme incroyable avait l'habitude de revenir en terre normande pour rendre hommage en jouant de la cornemuse. Comme par exemple ici, au Pegasus Bridge en 1994. Il est décédé malheureusement en 2010 à l'âge de 88 ans. Allez, on va continuer le chemin. Après Ouistreham et Colville-Montgomery, partons en direction d'Hermanville-sur-Mer. Là-bas, on y trouvera un cimetière anglais. Il comporte 1005 tombes, dont 956 anglaises. Les autres représentent des Canadiens et quelques Australiens et Français. Après leur avoir montré notre respect, je te propose d'aller à la plage d'Hermanville, pour longer la digue jusqu'à la prochaine ville. Et ça permettra de se dégourdir un peu les jambes. Qu'est-ce que c'est agréable de profiter de l'air marin dans un moment de répit et de calme. Marchons vers l'ouest pour aller à la prochaine ville, qui s'appellera Lyon-sur-Mer. Cette ville, située au cœur de la côte de Nacre, est adorée par les vacanciers en quête de repos. Et dès le 19e siècle, cette cité balnéaire a connu un franc succès. En 1892 est construite la gare ferroviaire de Lyon-sur-Mer. Enfin reliée à la capitale, les Parisiens ont commencé à affluer. Ce qui a permis à la côte de se construire à grande échelle. Et c'est ce qui a permis à cet endroit de se caractériser de manière significative, notamment avec l'apparition de multiples villas dotées d'architecture exceptionnelle. Construites en majeure partie à la fin du 19e siècle et de style anglo-normand, ces demeures font tout le charme de cette cité balnéaire. Comme par exemple cette villa, appelée la Villa Bluette. Elle est érigée en 1899 pour un riche avocat parisien. Ce qui fait sa particularité, c'est son style art nouveau, orné de poutres de couleur bleutée, ce qui est très rare dans la région. Et c'est ce pourquoi elle a été en partie classée monument historique en 2005. On pourrait observer avec curiosité un certain temps toutes ces maisons illustrant bien l'intérêt qu'a eu Lyon-sur-Mer à cette période. Heureusement qu'elles n'ont pas été détruites durant la guerre et qu'elles ont survécu à la soif des promoteurs immobiliers. Cependant, d'autres endroits valent le coup d'y jeter un œil. Et c'est pour ça que l'on remonte sur la moto pour la prochaine ville de cette belle côte normande. Et c'est là que nous arrivons à Luc-sur-Mer. Station thermale réputée pour la pureté de son air et qui s'est développée autour de son centre de thalassothérapie et de son casino. Ce village fut aussi connu depuis 1885 pour une autre particularité assez énorme. Énorme comme une baleine. Arrête, ça c'est pas du baleine. Oui, je parle bel et bien d'un cétacé qui s'était échoué à cette plage cette année-là. Depuis a été ouvert un musée dédié à cet animal. On y trouve son squelette qui est exposé. On peut également se renseigner sur toutes les particularités de ce mammifère marin. Mais avant tout, Luc-sur-Mer est illustrée par cette magnifique jetée. Elle est constituée entièrement de bois et elle est d'une longueur de 150 mètres. Elle a été importée de l'avant-port de Ouistreham en 1971. Allez, rejoignons la digue pour continuer notre balade. On peut y admirer des cabines de plage, dont certaines sont ornées de décorations toutes particulières et faisant bien souvent référence au thème de la mer. Une fois de retour sur le sable, c'est avec grand plaisir que j'ai croisé des personnes en quête d'aventure à bord de leur paddle. Et je peux vous dire que j'aurais sacrément bien aimé être à leur place.
Allez, on relance le bandit pour aller à notre dernière étape qui marquera la limite de cette fameuse plage de Sword Beach. Et donc nous voilà arrivés à Saint-Aubin-sur-Mer. Pareil, un beau petit village juste en face de la mer. Et donc en fait à Saint-Aubin-sur-Mer, déjà en plus d'être un super village très très sympathique, il y a une pièce de 50 mm qui fait office de monument, on va dire. Et c'est assez impressionnant. Et je tenais vraiment à vous montrer ça. Donc c'est parti! Comme tous les villages cités précédemment, les Britanniques et autres alliés ont débarqué afin de libérer la France face aux griffes des nazis. Et c'est ici, sur la digue, que l'on peut voir avec quel type d'armes ils ont eu affaire. Notamment avec ce canon anti-char de 50 mm. Vraiment impressionnant comme calibre. Et voilà, bunker avec le canon 50 mm. Ça fait un sacré canon. Dire que bien avant ça, des vacanciers profitaient de la mer sans se douter de ce qui allait arriver. D'ailleurs, comme ça, une petite info au sujet des poteaux en bois que l'on peut trouver par ici. On pourrait se demander quelles étaient leurs utilités. Eh bien, cela permettait d'y attacher une corde sur laquelle se maintenaient des personnes qui ne savaient pas nager. Cela leur permettait donc de profiter d'une bonne baignade tout en se sentant en sécurité. Comme quoi, avant comme après la guerre, qu'est-ce qu'il fait bon vivre sur la côte normande? Et voilà, c'est ainsi que se termine la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est ici qu'on va se quitter sur la belle plage de Saint-Aubin-sur-Mer qui marque la fin de Sword Beach. Et ensuite, juste après, c'est du coup Juno Beach, ce qui fera peut-être l'occasion de refaire une vidéo à ce sujet-là en tout cas. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros V à tous, ride safe, faites très attention à vous et je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao, salut!